le temps file rapidement. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, amusons-nous. Donc, à partir de maintenant, tout ce que nous allons dire se rapporte toujours au même formalisme mathématique. Et tout ce que nous allons dire à partir de maintenant, c'est du placotage, c'est de la spéculation philosophique, c'est de la discussion, ce n'est plus de la science. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant et pas pertinent, mais je veux juste vous dire que ça n'a pas le même degré de crédibilité que le discours purement scientifique. D'ailleurs, si je n'avais pas trouvé ça intéressant, je ne serais pas ici ce soir à vous le présenter. Bon, l'interprétation de Copenhague, à tout seigneur, tout honneur, elle est due principalement à Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born et John von Neumann, 4 des pères fondateurs de la physique quantique. Donc, ce sont des physiciens qui se sont ici aventurés sur le terrain de la philosophie. C'est l'interprétation qui est toujours la plus populaire et souvent, on la confond avec la théorie elle-même. Si on vous parle de science, on ne devrait dire rien de plus que ce qui a été présenté jusqu'ici. Et là, maintenant, nous allons ajouter des nouveaux concepts. Relation d'incertitude, ensemble de possibilités. Le fait qu'une grandeur physique ne devient physiquement réelle que lorsqu'elle est mesurée. Ça, ce n'est plus de la science. C'est un discours philosophique. Et ce n'est pas le seul possible. Donc, tout d'abord, Niels Bohr, dans son discours philosophique, donc, qui n'est plus de la science, dira: le monde microscopique, le monde des particules est en soi totalement inaccessible. La seule chose à laquelle nous avons accès, ce sont nos expériences, donc les interactions de nos instruments avec les particules. Par conséquent, alors que la physique classique de Newton est une représentation de la réalité telle qu'elle, indépendamment qu'elle soit observée ou non, la physique quantique n'est rien de plus qu'une théorie de nos observations, de nos mesures et non de la réalité comme telle. L'effet de l'observateur, qui est de produire une réduction au hasard, est impossible à éliminer des mesures, et donc tout ce qui est mesuré, c'est l'interaction particule-instrument. Donc Niels Bohr dira ceci: tout ce qu'on appelle phénomène quantique doit nécessairement inclure l'instrument de mesure. Entendons-nous bien, Niels Bohr dit que les particules, le monde microscopique, il existe en lui-même, même s'il n'est pas observé, mais que nous n'y avons pas accès. Donc, lorsque l'on parle de phénomène quantique, de ce que la théorie nous dit, ce dont on parle, ce n'est que de ce que l'on peut mesurer. Donc, le phénomène quantique n'est pas synonyme de particules, mais d'interaction instrument-particule. Je vais sauter quelques détails encore parce que j'en ai beaucoup. Là. Frontière classique quantique. Alors, Niels Bohr dira la réalité matérielle est divisée en deux domaines. Donc, celui macroscopique à notre échelle, qui est celui de la physique classique newtonienne, et le monde microscopique, qui est celui des particules. Et tout selon ce à quoi on a accès, c'est aux mesures, donc à la rencontre d'un instrument macroscopique et classique et d'une particule microscopique et quantique. Alors, selon Niels Bohr, le paquet d'ondes, donc les superpositions d'états en position et en vitesse, et la relation de Heisenberg entre ces deux superpositions-là, ça ne représente pas le monde microscopique, c'est simplement une connaissance que nous avons des interactions entre les instruments et les particules, et le paquet d'ondes a uniquement pour fonction d'être un outil de calcul pour prédire les résultats d'expérience. Et si les prédictions faites par le paquet d'ondes correspondent aux résultats lus sur des instruments de mesure, eh bien, il faut en conclure que la théorie fonctionne. Voilà. Voilà. Alors là... Excuse, quand tu parles d'instrument de mesure, veux-tu dire genre le microscope ou l'observateur qui regarde dans le microscope? ça serait par exemple le microscope. Ouais. Parce qu'un instrument de mesure peut fonctionner d'une manière automatisée sans personne. C'est ça. Mais il y a une autre interprétation plus loin par la conscience, qui n'est pas l'interprétation de Copenhague, qui, elle, va faire intervenir explicitement la présence d'un être conscient, d'un observateur qui pense. Ça, ça en est une autre. Mais avec Copenhague, on n'en a pas besoin pour l'instant. Alors, Bohr dira que la position x et la vitesse v d'une particule non mesurée, qui sont décrites par des superpositions d'états plutôt que par des valeurs numériques uniques, sont indéfinies, sont floues
sont des ensembles de possibilités potentielles et non réelles. Et c'est seulement quand une mesure par un instrument est faite et qu'une superposition d'états est réduite au hasard à une valeur unique, que cette grandeur physique, position ou vitesse, devient réelle. Parce que là, on peut dire, c'est ça la position ou c'est ça la vitesse. Donc, ce sera l'acte de la mesure qui définira les grandeurs physiques. Et en l'absence d'observation, la réalité quantique, elle est floue, indéterminée, parce que l'instrument fait nécessairement partie du phénomène. Et c'est seulement à partir du moment où l'instrument a fait son action qu'on peut dire une réalité quantique a été créée, définie. Oui? Si j'emplaçais le mot réel par observable. OK, ce qui est observable, oui, on pourrait le dire comme ça aussi. Parce que pour Bohr, les phénomènes quantiques, c'est l'interaction instrument-particule. Donc, effectivement, quand je parle de réalité quantique ici, je parle de l'interaction instrument-particule. Et non du monde microscopique comme tel. Ben, c'est ça. Oui, effectivement. Il faut être prudent sur le vocabulaire. Des fois, on peut dire d'autres choses que ce qu'on pense. Donc, on dira une grandeur physique non mesurée n'a d'existence que potentielle. Et il existe, en fait, chacune des interprétations philosophiques a plusieurs variantes. Et il existe une variante d'interprétation de Copenhague qui ira plus loin et qui dira que les particules elles-mêmes, le monde microscopique lui-même, n'existe pas s'il n'est pas observé. Ça, c'est une version plus extrême de l'interprétation de Copenhague. La relation de Heisenberg, maintenant, va traduire l'incompatibilité des instruments qui mesurent la position et la vitesse. Ça, c'est le point de vue de Bohr. Un instrument qui veut mesurer la position d'une particule, par son effet même, perturbe la vitesse d'une manière impossible à contrôler. À l'inverse, un autre instrument qui veut mesurer la vitesse d'une particule en interagissant avec elle va la déplacer d'une manière incontrôlée. Donc, à cause de cette incompatibilité, c'est impossible de mesurer à la fois la position et la vitesse. Ces deux grandeurs seront incompatibles. Et la relation de Heisenberg, c'est ce qu'elle traduira. Je reviens au paquet d'ondes. Une précision. Oui. On peut mesurer la vitesse et la position. C'est pas incompatible, c'est la précision avec laquelle on peut mesurer qui est incompatible. Oui, bien sûr. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais effectivement, on peut les mesurer simultanément, mais à ce moment-là, la précision est limitée par la relation de Heisenberg. Tout à fait. Alors, si je mesure la position et je provoque la réduction du paquet d'ondes, on pourrait dire que c'est comme si le paquet d'ondes avant la mesure était le grand paquet d'ondes ici, et qu'après la mesure, je l'ai réduit, il est devenu plus petit. À cause de la relation de Heisenberg, ça implique que le spectre de vitesse est du coup élargi. La vitesse est devenue plus floue parce que la position est devenue plus précise en la mesurant. Puis si je mesure la vitesse, c'est l'inverse. C'est comme si j'avais un spectre de vitesse large au début, et qu'en faisant la mesure, je le réduis à un spectre étroit. Et la relation d'Heisenberg implique qu'à ce moment-là, le paquet d'ondes va s'élargir, et que si je définis la vitesse par une mesure, la position devient plus floue. En ce sens-là, les deux grandeurs sont incompatibles et ne peuvent pas être mesurées simultanément. Ou, pour être plus rigoureux, si je les mesure simultanément, je ne peux pas les réduire jusqu'à la précision de l'instrument. Je peux avoir quelque chose d'un peu flou des deux côtés, mais je ne peux pas utiliser toute la précision des instruments. Donc, pour l'instant, restons à l'idée la plus simple. Là. On ne peut pas mesurer les deux simultanément. Si on mesure la position, la vitesse devient floue. Si on mesure la vitesse, la position devient floue. Et on en conclura que puisqu'une grandeur non mesurée n'existe qu'à l'état potentiel, à l'état d'ensemble de possibilités, et que c'est seulement lorsque l'on mesure une grandeur et qu'on provoque une réduction que celle-ci devient réelle, on en conclura que la position et la vitesse ne peuvent pas être simultanément réelles. Et là, il faut faire attention, parce que ça, c'est un premier niveau d'interprétation philosophique. On va voir tout à l'heure qu'à partir de là, on peut extrapoler à un deuxième niveau et tirer d'autres conclusions de cette affirmation-là. Donc, pour l'instant, restons-en là, on va y revenir tout à l'heure. Encore une fois, on fait de la philosophie maintenant, hein, ce n'est plus de la science. Bon, OK, je vais laisser tomber le principe de correspondance et de complémentarité pour le moment, pour pouvoir parler d'autres interprétations. On y reviendra si le temps le permet tout à l'heure.
Alors, comme je disais, en m'arrivant, je pense que j'aurais assez de matériel pour faire 2